Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Trophées d'été. Vous connaissez déjà bien le principe, vous votez en cliquant sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour sélectionner l'invité que vous préférez. Il sera ensuite invité dans Bistro Liberté avec Martial Bild. Alors aujourd'hui, on le retrouvera même à la rentrée, si vous permettez de donner un mot et de dire juste un mot. On va le retrouver à la rentrée dans l'émission Conversation avec Paul-Marie Couteau et il s'agit de l'historien Bernard Lugan. Voilà, vous avez tout dit, c'est parti. Partout ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde, nous avons encore des africanistes. Pas en France, parce que nous avons des gens qui sont des idéologues avant toute chose. Idéologues parce qu'ils nient la réalité. Une terre, un peuple. Des terres, des peuples. Et pour eux, ceci est une aberration, car ils sont dans la filiation ils sont les héritiers des philosophes du XVIIIe siècle et des grands penseurs de la Révolution française, l'universalisme. La différence entre un diplomate et un militaire, c'est simple. Le diplomate peut se planter, il peut se tromper. S'il est fait aux pattes, le COS ira le chercher. Tandis que si les militaires, eux, se font prendre, ce ne sont pas les diplomates qui iront les sortir. Donc les militaires sont condamnés à la réalité, alors que les diplomates et les philosophes peuvent s'amuser... Et les politiques peuvent s'amuser à faire des expériences. Il y aura derrière eux un parachute. Ils ont un parachute ventral pour aller les chercher. Donc c'est toujours la même chose. Les uns peuvent se payer le luxe de se tromper, les autres non, parce qu'ils mettent leur peau au bout de leur action. Le génocide du Rwanda est le produit de deux phénomènes, la démocratie et la démographie. Il y a toujours eu des tensions entre les Tutsis et les Hutus. Mais des tensions dans un espace vide ne provoquent pas les mêmes tensions que dans un espace borné. À partir du moment où une population qui était de moins de 1 million d'habitants en 1900, lorsque les Allemands s'installent au Rwanda et au Burundi, en 1898, il y a 1 million d'habitants pour les deux pays. Quand les Belges donnent l'indépendance au Rwanda et à l'Urundi et au Burundi, dans les années 60, il y a 4 millions d'habitants dans chaque pays. Quand j'arrive au Rwanda en 1972, il y a 6 millions d'habitants. Quand je quitte le Rwanda en 83, il y en a 9 millions. Il y a eu le génocide et ils sont plus de 10 millions. Donc, c'est pas possible sur un pays qui est grand comme 2 départements français, avec une petite partie cultivable simplement, parce que ce sont des zones de montagne qui ne sont pas cultivables, il est bien évident que soit vous faites de l'élevage de lapins en caisse, n'est-ce pas, et vous forcez les gens à vivre dans des kolkhozes, ou alors, peut-être avec le temps, va se développer une économie type économie chinoise, économie de la rizière, etc. Mais dans l'immédiat, nous avons bien entendu des problèmes. Et ce génocide va être possible, pourquoi ? Parce que cette surpression démographique, la cocotte minute va exploser. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie, ce n'est pas le manque de développement, c'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel et surtout un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier. Lyoté disait, maréchal Lyoté, la République, c'est comme la syphilis. Quand on l'a attrapée, soit on se fait sauter le caisson, soit on tente de vivre avec. Les Africains se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes en accusant l'extérieur de tous leurs maux, ce qui est faux. Et il y a le couple sadomasochiste. Il y a des rapports de couple sadomasochiste entre l'Europe et l'Afrique. Et nous, Européens, nous sommes masochistes. Et nous nous culpabilisons. Nous pensons que nous avons pillé ce continent, ce qui est faux. Nous pensons que c'est nous qui avons importé la traite des esclaves, ce qui est faux. La traite existait avant nous, elle existait après nous, et puis il y avait la traite arabo-musulmane. Donc il y a toute une série de rapports sadomasochistes, chacun connaît les faiblesses de l'autre, mais personne n'ose les lui avouer. Il va falloir que ça cesse, cela. Nulle part dans les pays qui ont été colonisés par les Britanniques, nous avons ce sentiment de revendication permanente.
Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France que l'on trouve cela. Nos élites françaises sont en grande partie maso. Elles sont maso. Et quand vous avez en face des gens qui ont compris cela, ils utilisent ce sentiment de culpabilité pour leurs intérêts, car eux sont des vrais politiques pour leurs intérêts. C'est tout. Et ceci est un héritage à la fois de la pensée révolutionnaire française depuis 2 siècles et puis de la pensée post-mai 68. La génération qui va réagir, c'est la génération de mes enfants, qui ont 15, 16, 17 ans, qui, eux, en ont assez de porter le sanglot de l'homme blanc et qui en ont assez de porter le fardeau de la culpabilité et surtout de devoir payer les dettes qui ont été souscrites, dettes mentales, par leurs parents, leurs grands-parents, au nom de leurs idéologies anticolonialistes, démocratiques, révolutionnaires, maoïstes et tout ce que vous voulez. C'est des gens qui ont changé d'étiquette, mais toujours dans la même frange révolutionnaire. Ça va changer. C'est pour ça que je suis optimiste. Il y a, si vous le voulez, un phénomène qui, pour moi, est totalement incompréhensible. Qu'a-t-il pu se passer? Quels sont les moyens de pression? Quels sont les moyens de chantage dont disposent les autorités actuelles du Rwanda et leurs relais en France pour pouvoir mettre en dimitude intellectuelle toute la classe politique, tout le monde médiatique et tout le monde. Il y a un éteignoir qui est extraordinaire. Je reviens sur la question. Quels sont les moyens de pression? Quels sont les éléments de pression dont dispose le régime rwandais et ses relais en France pour arriver à faire taire les gens qui ont une approche même pas différente, mais qui se posent une question. Le seul fait de se poser une question vous fait traiter de négationniste. Je suis historien, c'est-à-dire que je suis inattaquable. Je suis inattaquable. Par exemple, sur le Rwanda, je suis inattaquable. Parce que j'ai publié suffisamment de choses. J'ai été expert pour 9 procès, c'est-à-dire que j'ai des biscuits derrière moi. Venez m'attaquer. Au contraire, si vous m'attaquez, alors là, nous allons pouvoir aller au fond du problème et je sortirai mes documents. Non, ils ne m'attaqueront jamais. Sur l'esclavage, moi je suis prudent également. Je ne vais pas prendre des positions qui sont des positions excessives. Je ne blâme ni ne loue, je raconte. Simplement les faits, toujours les faits. Vous savez, moi je suis un vieux maurassien, les faits, rien d'autre. Et à partir du moment où vous n'en tenez qu'aux faits, pas d'adjectif, pas de superlatif, vous êtes inattaquable. Il n'y a que dans la doxa ou dans le milieu médiatique, ou chez ce qu'on appelle les indigénistes, dont souvent, n'est-ce pas, les casiers judiciaires sont plus chargés que le cursus universitaire, qu'il y a une mise en question. Donc ces gens qui ne connaissent rien, qui sont des gens qui travaillent qu'au sentiment, ou ressentiment, ou à la notion de vengeance d'ordre souvent psychanalytique, viennent mettre en cause 40 ans de travaux qui ont été faits en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Portugal, en Belgique, en France, en Hollande, et qui font consensus. C'est tout à fait extraordinaire. Et en France, vous avez des journalistes qui mettent sur le même niveau le travail considérable qui a été fait par Petré Grenouillot, par exemple, et les éructations de tel ou tel excité qui vient demander de déboulonner des statuts. On ne sait plus dans ce pays avoir une hiérarchie des valeurs. Tout vaut tout. Si vous voulez, moi, c'est ce qui nous a toujours stupéfait dans ce mouvement de mai 68, c'est de voir comment le mouvement gaulliste a été répressif contre nous et comment il a été tolérant face à ce mouvement. C'était extraordinaire. Par exemple, je raconte une histoire qui est importante. Donc, tout se termine à Nanterre et tout bascule sur la Sorbonne. Les gauchistes font une destruction de leurs locaux pour faire croire que ce sont les nationalistes qui ont détruit les locaux. Tout ça pour avoir le droit de faire un meeting dans la Sorbonne. Nous partons d'Assas avec les camarades d'Occident, etc. Nous descendons la rue des Écoles pour attaquer la Sorbonne. Et nous partons pour tuer dans l'œuf le mouvement de mai 68. La police, qui n'est pas intervenue pendant les 3 mois contre la montée des gauchistes, nous trique, nous empêche de rentrer à la Sorbonne.
Et à partir de ce moment-là, laisse les gauchistes complètement maîtres de la Sorbonne. Le mouvement s'est développé et le mouvement s'est étendu. C'est terminé, on ne pouvait plus rien faire. Mais nous avions, si vous voulez, à ce moment-là, tout un courant sous-jacent s'est réveillé avec un esprit de révolte qui s'est généralisé. C'est comme un incendie. Un incendie, si vous le prenez au début, vous l'éteignez. Si vous le laissez s'étendre, il faut des moyens considérables. Nous avions la possibilité d'éteindre cet incendie le jour où nous avons marché sur la Sorbonne, le premier jour, et le jour où les gardes mobiles nous ont esquintés, nous ont vraiment bloqués en haut de la rue des Écoles. Ça, c'est très clair. Après, c'était fini. Après, c'était parti. Nous ne pouvions plus faire que des mouvements de réaction et autres, mais nous ne pouvions plus le stopper. C'est une époque qui est inconcevable aujourd'hui. Vous mettez une claque à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes poursuivi en justice. Les gauchistes avec lesquels nous nous battions, quand ils avaient des blessés, ou nous n'avons jamais porté plainte. L'idée de porter plainte, non. On montait une opération pour récupérer représailles, vengeance, ou ce que vous voulez, mais on ne portait pas plainte. Nous avons eu des blessés gravissimes, nous n'avons jamais porté plainte. Eux ont eu des blessés gravissimes, ils n'ont jamais porté plainte. Les trotskistes, c'était des hommes, c'était pas des femmelettes comme aujourd'hui. C'était des hommes qui ne portaient pas plainte. On encaissait. On savait que dans une bagarre, il y avait de la perte. Bon, et on n'avait pas pleuré. Cette judiciarisation, j'allais dire, cette féminisation des esprits, pour ne pas dire ce découillage de la jeunesse, fait que, vous savez que Chirac a eu une phrase extraordinaire. Malgré tous ses défauts, il y a une chose qu'il est impossible de greffer, ce sont les couilles, par manque de donneurs. On est exactement dans cette situation à l'heure actuelle. Donc, il ne peut pas se passer... Deux claques, aujourd'hui, c'est considéré comme une ruée tribale. C'est insupportable de voir si tu veux, ce niveau de déliquescence de cette force radicale parmi la jeunesse.